Le XXe siècle. L'homme a laissé son empreinte sur une autre planète. Le développement des techniques scientifiques semble être à son apogée. Pourtant, malgré les progrès technologiques, l'océan reste un univers plein de mystères. On pourrait dire, sans craindre d'exagérer, que l'océan est la dernière région inexplorée du monde. Que savons-nous réellement du milieu marin ? Notre connaissance scientifique des océans ne s'est véritablement approfondie que depuis quelques décennies. Nous commençons, par exemple, tout juste à apercevoir les phénomènes physiques qui se produisent au fond des mers. L'univers sous-marin n'était jusqu'alors qu'un monde de ténèbres sans vie. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit de la région la plus dynamique de la planète. Voici ce que l'on appelle une vallée axiale. De récentes études ont montré que 65 à 80% de toute l'activité volcanique planétaire se produisait au fond des océans. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces images de magma n'ont pas été prises à la surface de la Terre. Cette formidable explosion d'énergie se déroule en pleine mer, à quelques 3000 mètres de profondeur. Les diverses substances qui s'échappent des entrailles de la Terre se dissolvent dans la mer. Grâce aux véhicules de recherche submersibles, capables de résister aux terribles pressions des fonds marins, nous pouvons aujourd'hui observer le monde océanique jusqu'à 6500 mètres de profondeur. Ce qui s'échappe de cette roche est de l'eau thermale. À cette profondeur, le système écologique n'a rien à voir avec celui que l'on trouve en surface ni sur la Terre. Ces organismes pélagiques, par exemple, vivent de méthane et d'hydrogène sulfuré, un élément très toxique. Jamais on n'aurait pu croire un tel phénomène possible. La découverte en pleine mer d'une quantité considérable de fer, de manganèse, de lithium et d'autres métaux très précieux a suscité un regain d'intérêt pour les océans qui fourniront peut-être les ressources naturelles du XXIe siècle. Comprendre les océans, c'est en apprendre toujours un peu plus sur notre planète. Tenter de résoudre les mystères de la vie pour pouvoir, un jour, projeter l'avenir de l'humanité. Mais l'observation et l'étude des océans viennent tout juste de commencer. Et il nous reste encore des millions de découvertes à faire. Les mystères de la mer se sont toujours transmis sous forme de récits effrayants, retraçant les forfaits d'un océan maudit. Pourtant, certaines de ces légendes semblent être un peu plus que des superstitions ou de funestes créations de l'esprit. La Méditerranée a inspiré nombre de fables que les marins se racontent depuis la nuit des temps. La légende veut par exemple qu'un énorme monstre marin mangeur d'hommes ait été enchâssé sur l'île de Malte, où s'épanouirent d'anciennes civilisations il y a quelques 7000 ans. Les principaux personnages de ces légendes sont d'effroyables et gigantesques monstres marins qui avalaient tout entier navires et équipages. La taille de ces terribles démons doit de toute évidence beaucoup à l'imagination des marins qui sillonnaient alors les mers. Mais cependant, tout porte à croire que de telles créatures ont bel et bien existé. D'énormes dents fossilisées ont récemment été découvertes en divers points du globe. D'après la forme de la dent, ce monstre devait appartenir à la famille des requins. D'après sa taille pourtant, l'animal défie toute comparaison avec les squales que nous connaissons aujourd'hui. À l'aquarium de Gênes, on a reconstitué la mâchoire de l'un de ces fossiles à partir des dents fossilisées. La gueule du monstre mesure plus de 2 mètres de large pour un corps d'au moins 20 mètres de long. Cet animal, qui est sans conteste le plus gros poisson carnivore de tous les temps, est un mégalodon.
Le mégalodon serait apparu sur la Terre il y a quelques 70 millions d'années. Sa taille légendaire lui a permis de régner en maître sur tous les océans. Nos baleines actuelles auraient bien du mal à rivaliser avec le mégalodon. Les chercheurs découvrent peu à peu le mode de vie jusqu'alors méconnu du mégalodon. D'après les fossiles, on estime que le mégalodon vivait encore il y a 14 000 ans. Il est tout à fait possible qu'il ait attaqué les marins qui, déjà à cette époque, bravaient les océans. On peut supposer que le mégalodon, qui était le plus gros prédateur de tous les animaux marins, attaquait tout ce qui pouvait se manger. Les légendes d'aujourd'hui portent-elles encore la marque de la peur et de l'effroi qui faisaient trembler les marins d'autrefois ? Il existe, à l'heure actuelle, quelques 150 espèces de requins connues, un chiffre qui ne représente sans doute qu'une partie infime de la grande famille des requins. Le mode de vie des requins, et en particulier celui des requins qui vivent dans les grands fonds sous-marins, garde une grande part de ces mystères. Peut-être existe-t-il encore des monstres pareils aux mégalodons dans les profondeurs abyssales des océans. Nous commençons tout juste à répertorier les centaines de millions d'espèces animales qui peuplent les océans. Les chercheurs découvrent de nouvelles espèces marines presque tous les jours. Voici la toute dernière invention scientifique permettant d'explorer les fonds marins, le robot submersible. La lumière du soleil ne descend pas en dessous de 200 mètres de profondeur. Au-delà, vit tout un monde de créatures étranges et singulières. Voici ce qui fut sans doute l'ancêtre de l'encornet et de la pieuvre, l'encornet vampire, qui apparut probablement à la même époque que le mégalodon, il y a 70 millions d'années. Ce curieux organisme en forme de ruban est un siphonophore. D'une longueur pouvant aller jusqu'à 40 mètres, c'est l'animal le plus long de la planète. Il est constitué d'un millier d'organismes accrochés les uns aux autres, se comportant comme un seul être. Combien existe-t-il d'espèces aussi incroyables que celles-ci au fond des océans ? Comment se reproduisent-elles ? Quel est leur cycle de vie ? Autant de questions qui, pour l'heure, restent sans réponse. Mais les animaux marins sont loin de constituer le seul mystère des grandes profondeurs océaniques. Il existe aussi nombre de phénomènes inexpliqués. Autrefois, quand les marins se trouvaient face à un phénomène incompréhensible, ils y voyaient toujours l'œuvre de quelques mauvais esprits. On rapportait des mers où les naufrages étaient fréquents, des histoires de vaisseaux fantômes qui s'en allaient à la dérive.
En 1884, Francis Haskell, commandant en second du Britannia, traversait l'Atlantique Nord lorsqu'il aperçut un cortège de navires prisonniers d'une mer recouverte d'algues. C'était une scène bien étrange. À perte de vue s'étendait un épais tapis d'algues d'où dépassait une forêt de mâts et de cheminées. Dans un silence de mort, des navires à voile de tous âges flottaient à la surface de l'eau. Jamais je n'oublierai ce spectacle étrange et terrifiant. Si des milliers de marins ont navigué sur ces eaux maléfiques, l'un des premiers à en avoir fait le récit n'est autre que Christophe Colomb lui-même. Septembre 1492. Au cours d'un ambitieux voyage qui devait le mener jusqu'à Cipango, le pays de l'or, les marins virent apparaître sous leurs yeux horrifiés une mer telle qu'ils n'en avaient encore jamais vue. Une mer recouverte sur des kilomètres à la ronde d'une algue jaune et verte. Croyant être arrivés au bout du monde, les marins, terrifiés, implorèrent Christophe Colomb de rebrousser chemin, mais celui-ci resta sourd à leurs prières. Cette mer maudite est connue aujourd'hui sous le nom de la mer des Sargasses. La mer des Sargasses doit son nom aux algues brunes flottantes qui s'y développent, les sargasses. Située dans le nord-ouest de l'Atlantique, elle s'étend sur une surface de 6 à 7 millions de kilomètres carrés. Mais comment expliquer que des algues et des épaves de navires puissent ainsi se maintenir en surface en pleine mer des Sargasses? D'après le docteur Philip Richardson de l'Institut océanographique Woods Hole, le phénomène s'explique par la présence d'un vaste tourbillon en cet endroit précis du monde. Plusieurs vents se rencontrent ici, ce qui entraîne une convergence des eaux de surface. Si l'on jette une algue dans la mer des Sargasses, elle a tendance à y rester. J'en ai vu parfois de vastes étendues, grandes comme un terrain de football. Les chercheurs suivent le déplacement de ces cercles à l'aide de flotteurs subsurface et reviennent quelques mois plus tard pour mesurer les modifications dues au facteur temps. Le système de grande circulation des vents correspond à plusieurs mouvements circulaires. À cet endroit du globe, il ressemble à un mouvement qui se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre. Les vents les plus forts sont au nord les vents d'ouest, qui soufflent dans cette direction, et au sud les alizés, qui soufflent dans la direction opposée. Nous avons donc affaire là et là à des vents forts. Et même si les zones de circulation des vents changent en fonction des saisons, les vents se déplacent toujours dans le sens défini par les vents forts, les vents d'ouest et les alizés. Ce vaste mouvement giratoire des vents crée d'importants courants océaniques, tels que le Gulf Stream. Au centre de ce mouvement circulaire se trouve une zone sans vent, aussi calme que l'œil d'un cyclone. Une zone qui n'est autre que la mer des Sargasses. Sans doute pouvons-nous aujourd'hui expliquer la présence de ces épaves et de ces algues qui, apportées par le courant, finissaient leur voyage dans une mer immobile, incapable de s'en échapper. Francis Haskell a peut-être bel et bien vu cet épais tapis d'algues dérouler jusqu'à la ligne d'horizon et des navires d'un autre temps flotter dans un silence de mort. Rien d'étonnant à ce que ces marins, qui naviguaient à bord de navires entièrement dépendants du vent, aient perçu la mer des Sargasses comme une mer maléfique. Monstres marins et vaisseaux fantômes ne sont plus aujourd'hui que des légendes d'un autre temps. Mais l'océan n'a rien perdu de ses mystères. Aujourd'hui encore, à la fin du XXe siècle, on assiste à de bien étranges phénomènes. En de nombreux points du globe, des navires et des avions se volatilisent sans que personne ne puisse donner d'explication satisfaisante à leur disparition. La Lloyd's, la toute première compagnie d'assurance maritime au monde, repose sur une tradition vieille de 3 siècles qui remonte à la grande époque de l'exploration.
Symbole de sa longue histoire, la cloche, qui trône au milieu des bureaux de la Lloyd's, servait autrefois à annoncer les catastrophes maritimes. Ces immenses livres contiennent les archives de 3 siècles d'accidents maritimes. En les feuilletant, on découvre qu'aujourd'hui comme hier, des tragédies inexplicables se produisent régulièrement sur toutes les mers du globe. L'histoire est jalonnée d'exemples de navires disparus en mer sans laisser de traces. Les cas sont moins nombreux aujourd'hui, mais il en existe encore quelques-uns pour lesquels les causes n'ont pu être entièrement établies. Certaines régions du monde sont d'ailleurs connues pour leurs eaux extrêmement dangereuses. Le triangle des Bermudes, par exemple, est une zone qui se révèle parfois terriblement périlleuse. Le triangle des Bermudes est sans conteste la région la plus mystérieuse de l'Atlantique. Cet espace marin forme un triangle délimité par la péninsule de Floride, Puerto Rico et l'archipel des Bermudes. Des accidents inexpliqués surviennent régulièrement, tant à l'intérieur de ce funeste triangle que dans les eaux avoisinantes. Au cours du seul XXe siècle, on a enregistré près de 100 disparitions mystérieuses de pétroliers, de paquebots et même d'avions. Située sur la route des ouragans, cette région voit aujourd'hui disparaître des navires sous des vagues hautes de plusieurs dizaines de mètres, frappées par des rafales de vent et des pluies d'une violence inouïe. Même si les cyclones tropicaux sont à l'origine de la plupart de ces disparitions, les ouragans sont loin de pouvoir tout expliquer. Ils ne peuvent en tout cas rendre compte de la tragédie de l'Albatros. Il y a 37 ans, ce voilier sombra brusquement au large de la Floride, emportant avec lui 6 des 19 membres de l'équipage. D'après le témoignage des survivants, l'Albatros aurait été pris dans une tempête d'une formidable violence. Curieusement, pourtant, le temps dans la région était au beau fixe et aucun avis de tempête n'avait été signalé. Navigateur expérimenté, M. Sheldon, le capitaine de l'Albatros, a essuyé de nombreuses tempêtes au cours de sa longue carrière de marin. Pourtant, la tragédie qui s'est produite il y a 37 ans reste pour lui un véritable mystère. C'est peut-être ce que l'on appelle un grain blanc. C'est un terme ancien qui apparaît d'ailleurs dans La Vareuse Blanche, un livre d'Herman Melville. 2 de ces personnages, des vieux marins, en parlent à un moment. C'est un grain très brusque, qui éclate sans aucun signe annonciateur. On parle de grain blanc par référence au ciel clair qui l'accompagne. Ce grain, qui survient sans crier gare, est d'une telle violence qu'il ne laisse aucune chance au navire pris dans sa tourmente. Le capitaine avait filmé au jour le jour les 8 mois de voyage précédant la catastrophe. L'expédition avait été organisée pour former de jeunes navigateurs. C'était un grand voilier à structure d'acier, connu pour sa solidité, et qui avait résisté à des rafales de vent soufflant à près de 180 km/h. Ces images du capitaine montrent le savoir-faire des jeunes membres de l'équipage et leur habileté à manœuvrer l'Albatros par gros temps.
Le film se termine brusquement le 30 avril 1961, alors que le navire-école naviguait vers la Floride, sa destination finale. La mer était calme. Chuck Gigg, qui avait alors 17 ans, se souvient encore parfaitement du grand beau temps qui régnait le matin de la tragédie. Nous avions affronté un bon nombre de tempêtes assez violentes jusque-là, mais il y avait toujours eu des signes avant-coureurs. Et à chaque fois, nous avions eu le temps de nous préparer. Cette fois pourtant, nous n'avons rien vu venir. C'est comme s'il faisait soleil, comme aujourd'hui, que le ciel était parfaitement dégagé et que soudain il se mettait à neiger, sans que personne ne puisse expliquer le phénomène. D'après le journal de Chuck Gigg, le 2 mai au matin, vers 8h30, un violent coup de vent s'abattit soudain sur l'Albatros qui approchait des côtes de Floride. Frappé par une rafale d'une violence inouïe, le bateau sombra sans que l'équipage ait eu le temps de démater. Le plus étrange, c'est que juste après le naufrage, la mer est redevenue calme et lisse. Il y a eu un coup de vent extrêmement violent qui a duré très peu de temps, moins d'1 minute peut-être, et le calme est revenu aussitôt après. Une tempête qui s'abat brusquement sur une mer parfaitement calme et qui disparaît aussi vite et aussi mystérieusement qu'elle est arrivée. Pouvait-on fournir une explication rationnelle à un phénomène aussi étrange ? En fait, le mystère du grain blanc est sur le point d'être résolu. Et ceci, grâce à un crash aérien qui s'est produit en 1975 au-dessus d'un aéroport situé en zone côtière. Si l'enquête très minutieuse menée au lendemain du crash n'a pas permis d'établir les causes exactes de la tragédie, elle a montré en revanche qu'une rafale descendante extrêmement violente était survenue au moment même de l'accident. Cette rafale descendante, apparue au-dessus de l'aéroport, entraîna une violente turbulence atmosphérique qui souleva le nez de l'appareil, dont le pilote perdit aussitôt le contrôle. Quelques secondes plus tard, l'avion s'écrasait au sol. C'est ce vent rabattant d'une extrême violence que l'on appelle rafale descendante. Voici quelques-unes des rares images de rafales descendantes qu'on ait pu filmer jusqu'à ce jour. Une véritable avalanche d'air tombe d'un gros nuage sombre apparu brusquement. Le vent, dont la vitesse est parfois supérieure à 300 km/h, souffle avec une violence plus destructrice encore que celle des ouragans qui dévastent certaines régions du monde. La durée d'une rafale descendante varie entre quelques dizaines de secondes et plusieurs minutes. Ce phénomène ressemble à s'y méprendre au fameux grain blanc. Et on sait aujourd'hui que cette violente rafale descendante se produit également en mer. Si l'on cherche à établir l'origine des rafales descendantes,
Cela nous mène directement dans les mers tropicales. C'est là que sont concentrées les plus grandes quantités de radiation solaire de la planète. Ce graphique montre les variations de température enregistrées dans les eaux de surface de l'Atlantique Nord. De juin à août, les températures peuvent atteindre jusqu'à 30 degrés Celsius sur une surface très vaste qui s'étend jusqu'aux Bermudes. Sous l'effet du soleil, l'énergie thermique de ces eaux s'élève dans l'atmosphère et entraîne la formation de cumulonimbus au-dessus de l'archipel des Bermudes et jusque dans le golfe du Mexique. Les plus gros de ces cumulonimbus emmagasinent de vastes quantités d'énergie thermique provenant de la mer. On sait aujourd'hui que ce sont précisément ces énormes cumulonimbus qui sont à l'origine des rafales descendantes. Les rafales descendantes font partie d'un système de circulation beaucoup plus vaste, dans lequel l'énergie stockée par les mers tropicales s'élève dans l'atmosphère avant de redescendre sur Terre ou en mer. En fait, le grain blanc n'est qu'une forte rafale descendante. Reste à découvrir le mécanisme exact de cet étrange phénomène que les spécialistes ne sont toujours pas parvenus à expliquer. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'une quantité d'énergie prodigieuse circule entre l'atmosphère et l'océan. La tragédie de l'Albatros nous a rappelé une fois encore qu'il se produisait en mer des phénomènes que nous n'étions toujours pas en mesure d'expliquer ni de prévoir. Le 5 décembre 1945 eut lieu dans l'archipel des Bermudes une disparition plus mystérieuse encore. Celle de 5 avions des forces aéronavales américaines partis de leur base de Floride. La marine envoyait aussitôt un avion de sauvetage à leur recherche. Mais celui-ci perdit bientôt le contact radio avec le pilote. Si des témoins ont affirmé avoir vu l'avion exploser en vol, personne en revanche n'a pu expliquer l'origine de cette explosion. L'enquête menée par la marine américaine n'a pas permis de retrouver les débris de l'appareil ni d'établir la cause de l'accident. Si l'avion a explosé en vol, il ne peut pas s'agir d'une rafale descendante. Curieusement, ce fut une plateforme de forage qui permit de fournir une réponse plausible à la disparition des avions américains. Aujourd'hui, un quart des réserves mondiales de pétrole proviennent des gisements sous-marins. De gigantesques plateformes permettent de forer toujours plus profond dans la croûte océanique à la recherche de nouvelles nappes de pétrole. Le sous-sol marin reste pourtant un univers méconnu et la mer, un élément d'une force parfois déconcertante. Ces images ont été prises lors d'un accident de forage survenu en mer du Nord. D'importantes quantités de méthane échappées du sous-sol ont pris feu. Le gaz, qui se transforme en énormes bulles, peut aller jusqu'à renverser une plateforme de forage. Voici un jet de méthane qui s'échappe des profondeurs océaniques. Par endroits, les sédiments pélagiques recèlent d'importantes quantités de méthane. Si une foreuse perce une couche sédimentaire de cette nature, les conséquences peuvent être désastreuses.
On a déjà enregistré plus d'une quarantaine d'accidents dus à d'importants dégagements de méthane en mer du Nord et dans le golfe du Mexique. Le Dr Richard McIver est un spécialiste de l'exploitation des gisements pétrolifères sous-marins par forage. Un jour, il en vint à se demander s'il existait un lien entre les dégagements de gaz sous-marins et les mystérieuses disparitions qui survenaient au large des Bermudes. Dans son article, le Dr McIver soulignait le rôle que pouvait avoir joué dans ces mystérieux incidents une substance appelée hydrate de méthane contenue dans les sédiments pélagiques. Pour mieux comprendre ce phénomène, des échantillons d'hydrate de méthane sont actuellement prélevés au large des côtes américaines. L'hydrate de méthane est une substance glacée qui se forme lorsqu'il y a combinaison de méthane et de molécules d'eau. La découverte de cette étrange substance au fond des océans est relativement récente. Un petit morceau d'hydrate de méthane comme celui-ci contient d'énormes quantités de méthane. Dès qu'on le sort de l'eau, le sédiment se met à fondre en dégageant du méthane. Et parce qu'il prend facilement feu, on l'appelle également le sorbet inflammable. L'hydrate de méthane est tout simplement du gaz méthane qui a été enfoui dans le sous-sol des océans. Lorsque le Dr McIver a découvert la présence d'hydrate de méthane dans le plateau continental au large de l'archipel des Bermudes, il a aussitôt soupçonné d'être à l'origine des disparitions d'avions et de bateaux qui avaient eu lieu dans la région. D'après le Dr McIver, tout se passe selon le scénario suivant. Dans le plateau continental, à plus de 500 mètres de profondeur et avec une température de l'eau inférieure à 5 degrés Celsius, l'hydrate de méthane reste stable. Mais lorsque le fond des mers se fragmente sous l'effet de changements de direction du courant ou de séismes sous-marins, d'importantes quantités de méthane sont libérées. L'hydrate de méthane remonte alors à la surface de l'eau en bouillonnant. Un bateau peut se retrouver prisonnier de cette mer en ébullition, perdre sa flottabilité et sombrer. Voici le Centre de recherche de technologie sous-marine du Texas. C'est ici, dans le plus grand bassin expérimental des États-Unis, que l'on teste la sécurité des pétroliers et des plateformes de forage. Le professeur Dunlap, qui travaille au centre de recherche, s'est beaucoup intéressé à l'hypothèse du Dr McIver. Il a mené une expérience pour vérifier si les bulles de méthane pouvaient réellement faire sombrer un bateau. On a recréé, à l'échelle du bassin, l'arrivée massive des gaz en surface lorsque survenait une fracture des sédiments d'hydrate de méthane situés à 500 mètres de profondeur. Quand les bulles atteignent la surface, l'eau se met à bouillonner. La flottabilité du bateau s'en trouve perturbée. Le bateau finit par couler. Le Dr McIver va même plus loin en affirmant que ces dégagements de gaz de méthane sont non seulement préjudiciables aux navires, mais également aux avions. Quand ces importants volumes de méthane atteignent la surface de l'eau, le gaz, plus léger que l'air, continue alors son ascension dans l'atmosphère. Imaginons maintenant qu'un avion traverse un nuage de méthane.
Quand le moteur de l'avion entre en contact avec le méthane, qui s'introduit par le conduit d'air, le gaz s'enflamme et l'appareil explose. Il est possible que les hydrates de méthane soient à l'origine de certains de ces accidents, mais personne n'en a la certitude. Comment prouver que du méthane ait été présent sur les lieux des accidents ou prétendus accidents dans le triangle des Bermudes en particulier? Une fois que le gaz arrive à la surface de l'eau, il disparaît dans les airs sans laisser de traces et il est pratiquement impossible de le mesurer. L'hypothèse du Dr McIver, selon laquelle le méthane serait à l'origine des disparitions de navires et d'avions, est évidemment loin de faire l'unanimité. Pourtant, l'idée d'aller chercher l'explication de ces phénomènes dans le fond des océans a eu pour conséquence inattendue d'éclaircir d'autres énigmes de la mer. En effet, en cherchant à élucider les mystères du triangle des Bermudes, on a fait la lumière sur cette étrange substance qu'est l'hydrate de méthane. Des études plus poussées ont permis de révéler ses étonnantes propriétés qui dépassent de loin sa seule faculté à faire disparaître des avions et des bateaux en pleine mer. Quelque temps après sa découverte, les industries et les instituts de recherche du monde entier ont voulu voir dans l'hydrate de méthane une nouvelle source d'énergie potentielle. Un mètre cube d'hydrate de méthane recèle en effet une incroyable quantité de méthane correspondant à 164 fois sa masse. On peut comprendre dans ces conditions l'intérêt suscité par les gisements d'hydrate de méthane qui apparurent soudain comme de fabuleuses ressources de gaz naturel. Les opérations de prospection menées en divers points du globe révèlent que l'hydrate de méthane existerait en grande quantité un peu partout dans le monde. Tous ces gisements d'hydrate de méthane, une fois transformés en combustible, représenteraient quelques 10 milliards de tonnes, soit 2 fois les réserves mondiales de combustibles fossiles, pétrole et charbon inclus. L'hydrate de méthane pourrait donc être une prodigieuse source d'énergie. On s'interroge de plus en plus sur les conséquences désastreuses que pourrait avoir sur l'environnement l'utilisation de l'hydrate de méthane. Le docteur Dillon dirige des études géologiques aux États-Unis. En étudiant les gisements sous-marins d'hydrate de méthane, il a découvert l'existence d'un vaste glissement de terrain sous-marin au large de la côte est des États-Unis. Ce glissement a une largeur de 65 km et s'étend sur plus de 300 km. D'après le docteur Dillon, ce glissement aurait entraîné d'importants dégâts au niveau des sédiments pélagiques d'hydrate de méthane. Ce qui signifie en l'occurrence qu'une gigantesque quantité de méthane aurait été libérée dans l'atmosphère. Le méthane est un gaz très actif dans le phénomène de l'effet de serre. Si ce gaz s'échappe des couches d'hydrate de méthane, cela aura des conséquences considérables sur les climats. En cas de fracture des gisements d'hydrate de méthane, nous assisterions à un réchauffement des températures planétaires. En effet, le dégagement de méthane peut provoquer un effet de serre 20 fois supérieur à celui produit par le gaz carbonique. Une destruction importante des gisements d'hydrate de méthane entraînerait un changement climatique majeur à la surface de la Terre. Nous en avons aujourd'hui la preuve. Des traces laissées par d'importants glissements de terrain ont été retrouvées dans les sédiments pélagiques d'hydrate de méthane au large de la Norvège. Et là où les glissements de terrain avaient eu lieu, on a découvert de nombreuses et immenses cavités en forme de cratères. Il existe environ une centaine de ces cratères. Le plus large a un diamètre de 3 km.
Des études menées par le Géomar, le Centre de recherche géomarine en Allemagne, ont montré que ce sont ces fractures dans les gisements d'hydrate de méthane qui sont à l'origine de ces cratères. Ces cratères, extrêmement profonds, témoignent d'explosions et de dégagements de méthane qui se sont produits en un laps de temps très court. L'hydrate de méthane s'est immédiatement dilaté jusqu'à atteindre 160 fois sa masse. Puis il a explosé. D'après Jürgen Minert et ses collègues, la naissance de ces cratères se serait produite selon le scénario suivant. À la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 8000 ans, la couche de glace qui recouvrait le plateau continental au large de la Norvège se serait brisée, permettant ainsi à un courant chaud d'immerger le plateau continental. Ce phénomène entraîna à son tour une fragmentation rapide des couches d'hydrate de méthane. « 350 milliards de tonnes de méthane auraient ainsi été libérées dans l'atmosphère suite à cette série d'explosions. L'effet de serre, entraîné par ce gigantesque dégagement de méthane, aurait considérablement accéléré le réchauffement de notre planète. Alors comment savoir si, en ce début du XXIe siècle, le réchauffement de la Terre que nous connaissons actuellement et dont nous sommes cette fois responsables n'entraînera pas une destruction massive des couches d'hydrate de méthane? L'Institut océanique de Monterey en Californie mène actuellement des recherches à l'aide d'un robot submersible en vue d'évaluer le réchauffement du sous-sol marin. Ce robot permet un travail d'observation à long terme, effectué principalement sur les couches sédimentaires recelant des gisements d'hydrate de méthane. Le docteur Brewer, responsable de l'équipe de contrôle, a fait une découverte de taille en observant les images retransmises par le robot submersible. Il s'est aperçu qu'à plus de 500 mètres de profondeur, le sous-sol marin libérait d'importantes quantités de méthane. C'est pratiquement du méthane pur, du méthane qui s'échappe dans des proportions importantes. C'est d'ailleurs assez rare de voir une image du méthane. À l'issue des 500 mètres qui le séparent de la surface, le gaz arrive dans l'atmosphère. D'après le docteur Brewer, il est fort probable que la température de l'eau de cette région, qui augmente pratiquement d'1 degré en l'espace d'1 an, entraîne des fractures dans les couches sédimentaires d'hydrate de méthane. L'océan est un milieu changeant, agité par des remous, par le changement des saisons, l'état atmosphérique sur la Terre, ou encore par des courants océaniques qui varient. Beaucoup d'éléments sont liés de façon très complexe. Il suffira que la vibration de la chaleur qui descend au fond des océans soit un peu plus importante, ou qu'elle atteigne de plus grandes profondeurs que les années précédentes, pour entraîner une grave explosion,
et la fragmentation des sédiments d'hydrate de méthane. Le pire, ce serait que la composition même du méthane dans l'atmosphère se mette à changer dans des proportions bien plus grandes que ne l'ont prévu les organismes ou les commissions d'enquête gouvernementales. Nous nous retrouverions dans ce cas de figure avec des températures bien plus élevées que celles que nous avons prévues jusqu'à présent. La quantité de méthane contenue dans l'hydrate de méthane est, d'après les spécialistes, 3000 fois plus importante que celle contenue dans l'atmosphère. Si 350 milliards de tonnes de méthane s'échappaient dans l'atmosphère en une seule fois, comme cela s'est produit au large de la Norvège il y a environ 8000 ans, la Terre se réchaufferait de 4 degrés en 10 ans. Selon les prévisions actuelles, les températures planétaires devraient augmenter de seulement 2 degrés en l'espace de 100 ans. Mais si une quantité de méthane supplémentaire devait s'échapper dans l'atmosphère, les conséquences seraient sans aucun doute dramatiques pour la Terre. L'hydrate de méthane enfoui dans le sous-sol océanique détient donc un formidable pouvoir, celui de modifier notre environnement terrestre. Quelle influence aura l'hydrate de méthane sur notre planète au cours du siècle à venir? Sera-t-il notre sauveur en nous permettant de résoudre nos problèmes d'énergie? Ou sera-t-il la substance diabolique qui détruira l'humanité? Une énigme qui pour le moment reste entière et que l'océan nous met de toute évidence au défi de résoudre.